Bonjour. Si vous êtes en train de regarder ce DVD, c'est que nous partageons la même passion, le poker. Alors que vous soyez un joueur débutant ou confirmé, je vais essayer de vous transmettre quelques notions et quelques secrets qui pourraient vous être utiles. Nous sommes ici au Phuket, sur les Champs-Élysées à Paris. Bienvenue sur Poker Coach. Je vais essayer de vous révéler les secrets de ce jeu dont on dit qu'il faut 5 minutes pour l'apprendre, mais toute une vie pour le maîtriser. J'ai commencé à jouer à la fac, peut-être même au lycée, peut-être même un peu plus tôt. Et puis j'ai eu la chance de participer aux tournois de poker les plus prestigieux du monde, de côtoyer les plus grands champions, et en décortiquant à la télévision les coups les plus spectaculaires, j'ai acquis une expérience que je m'apprête à vous transmettre maintenant. Des règles de base aux coups les plus tordus, de la partie entre amis aux jeux sur Internet ou en tournoi international, je vais essayer de tout vous expliquer le plus simplement possible. Le poker. Le poker, c'est pas seulement un jeu de hasard. Il procure des émotions extraordinaires, mais c'est aussi un jeu de stratégie et de réflexion. On peut assimiler le poker à un sport de compétition où on apprend un tas de choses sur soi-même et sur les autres. Poker Coach va vous en convaincre. Évidemment, vous rêvez de gagner un grand tournoi à Las Vegas, un championnat du monde. Après tout, pourquoi pas? C'est possible. C'est possible. Mais pas si vite. On va essayer de mettre toutes les chances de notre côté. C'est vrai que le poker aujourd'hui est un phénomène de société, qu'il y a des millions de dollars à gagner dans les tournois télévisés, un star system, mais tout cela ce sera, peut-être, quand vous aurez tout assimilé de Poker Coach. Alors commençons par jouer entre nous. Le poker aujourd'hui n'a plus l'image qu'il avait il y a quelque temps. On va oublier le poker des westerns, des films de gangsters, avec toute la caricature. Le poker a pris une allure de sport, de compétition, de haute compétition. Et aujourd'hui, dans ce DVD, vous allez découvrir les règles du Texas Hold'em. Le Texas Hold'em est le jeu le plus joué dans le monde, c'est le jeu qui illustre les plus grands tournois internationaux. Ce jeu que le maître des maîtres, Doyle Brunson, appelle la Cadillac du poker. Les règles, mais aussi les subtilités, la stratégie, les finesses psychologiques. Vous allez voir, je vous promets que c'est pas du bluff, enfin, pas seulement. Concentrez-vous, c'est parti. Commençons par le commencement. Le Texas Hold'em se joue avec un jeu de 52 cartes. 4 couleurs, trèfle, carreau, cœur, pique. 13 cartes par couleur. La plus forte carte dans chaque couleur est l'as, la plus faible, le 2. On distribue 2 cartes cachées à chaque joueur. Il s'agit pour chacun de combiner cette main de 2 cartes avec 5 cartes étalées au centre de la table, face ouverte sur le tapis, qui sont communes à tous les joueurs. Il va s'agir pour vous de former la meilleure combinaison possible de 5 cartes avec les 7 cartes dont vous disposez. Les 2 que vous êtes le seul à voir, les 5 cartes communes à tous. Vous avez le droit d'utiliser les 2 cartes de votre main, une seule carte ou même aucune. Rappelez-vous, 5 cartes en tout pour former des combinaisons. Et maintenant, nous allons voir quelles sont ces combinaisons. Une paire. 2 cartes de même valeur associées à 3 cartes quelconques. La paire d'as, qui évidemment est plus forte que de rois ou de valets. 2 paires, paire de 4, paire de 2 avec une carte quelconque. Un brelan. 3 cartes de même valeur. Encore plus fort que le brelan, une suite ou quinte. 5 cartes qui se suivent, mais dans des couleurs différentes. 4, 5, 6, 7, 8. Une couleur ou flush, 5 cartes de la même couleur qui ne se suivent pas. Un full, un brelan, 3-10, plus une paire de 7. Un carré, sur vos 5 cartes, 4 cartes de même valeur. Le carré d'as, évidemment le plus fort, le carré de 2 le plus faible, enfin faible, tout est relatif, car nous sommes déjà dans des mains très très fortes qui se présentent rarement. Encore plus rare, une quinte flush. 5 cartes de la même couleur et qui se suivent. 5, 6, 7, 8, 9 de trèfle. Et enfin, la perle rare. Le plus gros diamant du monde, le jackpot. La quinte flush royale. Celle-là, quand vous la voyez, profitez-en. Vous ne la verrez pas souvent dans votre vie. Il faut qu'elle vous rapporte. Il faut qu'elle vous laisse aussi de très jolis souvenirs. As, roi, dame, valet 10 dans la même couleur. C'est le jeu absolu. Imbattable. Un coup de poker ne se gagne pas nécessairement avec un très beau jeu. Souvent, 2 paires suffisent, ou même une paire. Parfois, personne n'est même capable de constituer une seule paire. Le gagnant est alors celui qui a la plus forte carte isolée dans ces 5 cartes. Par exemple, si j'ai un roi, que vous avez un as, même avec 4 autres cartes différentes, c'est vous qui gagnez.
Et si nous avons tous les deux un as, c'est celui qui aura la plus forte carte ensuite qui l'emportera. Par exemple, vous avez as, valet, 8, 5, 3. J'ai as, roi, 8, 5, 3. Et bien c'est moi qui gagne parce que j'ai as, roi. Comment ça, je suis vénard? Il faut bien que ça arrive de temps en temps. Sinon, j'aurais arrêté de jouer au poker depuis longtemps. J'ai horreur de perdre. Non, sérieusement. Vous voyez, ce dernier exemple est capital car il vous donne la notion de ce que les Américains et les Anglais appellent le kicker. En France, il n'y a pas de mot pour ça, comme d'ailleurs pour beaucoup d'autres pokers. Le kicker est la carte d'appoint, la carte d'accompagnement de votre jeu, celle qui fait souvent la différence. C'est très important de comprendre ça, parce que vu qu'il y a 5 cartes communes, ce fameux kicker intervient fréquemment au Texas Hold'em, bien plus souvent qu'au poker fermé traditionnel. Un autre exemple. Supposons que le tableau commun affiche Dame, Dame, 8, 4, 2. J'ai Dame 10, vous avez Dame, Roi. C'est vous qui allez gagner. Parce que nous avons tous les deux un brelan de Dame, mais vous, vous avez un meilleur kicker. Vous voyez, c'est pas toujours moi le vénard. Voyons maintenant ce que nous allons en faire de toutes ces combinaisons. Car au poker, il y a des enjeux. On joue avec des jetons qui, généralement, représentent de l'argent. De l'argent, mais pas nécessairement des fortunes. On peut aussi bien s'amuser en risquant au total 5 ou 10 euros, voire moins. On joue donc avec des jetons de différentes couleurs pour indiquer leur valeur. Ici, par exemple, j'ai des jetons verts qui valent X, des rouges qui valent X, etc., etc. La valeur des jetons ne représente pas nécessairement la somme d'argent correspondante. Au début d'une partie de poker, on fixe la valeur des jetons. Nous pouvons très bien décider que tout ce tas devant moi représente 1 euro. Voilà. Ou ça représente 10 euros. Ensuite, vous faites une division, donc chacun représentera 10 centimes. Voilà. Quel est le but du jeu? Au poker, pour participer au coup, chacun mise des jetons, des sommes plus ou moins importantes. Si vous ne misez pas, vous renoncez à remporter le coup et vous attendez la donne suivante. Quand vous misez, c'est dans le but de remporter les jetons des autres joueurs dans le coup. Soit parce que vous avez le meilleur jeu, la meilleure combinaison de 5 cartes, soit parce que vous avez réussi à le leur faire croire. C'est alors ce qu'on appelle un bluff. Alors quand on parle de poker, évidemment, les gens assimilent instantanément le mot poker au mot bluff. Le bluff est important, mais ce n'est pas essentiel et ce n'est pas tout le poker. Et pour l'instant, l'essentiel est de comprendre le mécanisme. Voici comment se déroule un coup de Texas Hold'em. Autour d'une table de poker, il y a plus ou moins de joueurs, généralement de 8 à 10, mais le jeu peut se jouer à 4-5 ou même à 2 en tête-à-tête, ce qui est le cas dans les finales de tournoi. Chaque joueur distribue les cartes à son tour. Dans les cercles ou les casinos, notamment dans les tournois, c'est un croupier ou dealer qui le fait pour les joueurs. Mais dans tous les cas, on place 7 objets blancs, le bouton, devant le joueur qui donne les cartes, ou qui est supposé les donner, quand c'est un croupier qui le fait à sa place. Avant que les cartes ne soient distribuées, les 2 joueurs assis directement à gauche du donneur placent des mises forcées appelées les blindes, de l'anglais blind, qui signifie aveugle. Le but de ces blindes est de déjà constituer un enjeu, de créer un pot. Le joueur assis directement à côté du donneur place devant lui la petite blinde, small blind. Et le joueur suivant, la grosse blinde, big blind, qui est le double, donc 2 et 4. Lorsque les blindes sont posées, le coup peut véritablement commencer. Le dealer distribue 2 cartes à chacun, 2 cartes cachées. On va attaquer le premier tour de mise. Le premier à parler est le joueur placé directement à la gauche de la grosse blinde. Et ensuite, dans le sens des aiguilles d'une montre. Chacun va décider si ces cartes valent ou non la peine de s'engager dans le coup. Nous verrons tout à l'heure sur quels critères prendre cette décision. Vous pouvez soit passer, jeter vos cartes, attendre le coup suivant, soit payer, call en anglais, miser des jetons à hauteur de la grosse blinde, soit relancer, raise en anglais, c'est-à-dire miser au moins le double de la grosse blinde. Mais comme ce jeu s'appelle le no limit hold'em, vous avez le droit de miser la totalité de vos jetons si vous le souhaitez. Vous annoncez alors tapis, ou alors all-in. Il y a beaucoup de termes anglais au poker, on s'y habitue vite, vous verrez. Revenons au jeu lui-même. Vous avez compris le principe, valable pour vous comme pour les autres joueurs à la table. Vous payez plus ou moins cher, vous décidez de faire payer plus ou moins cher la participation au coup. Le premier tour de mise se termine quand la plus grosse mise a été égalisée par un ou plusieurs joueurs et que les autres ont passé. Si un joueur mise gros et que personne ne le paye, il remporte les jetons déjà misés sur le tapis, le pot. Et le coup est terminé, on passe au suivant. Mais généralement, ce tour de mise n'est qu'un début, c'est alors qu'on découvre le flop. Trois cartes au milieu du tapis. Chacun
a maintenant 5 cartes en tout à sa disposition. Les 2 qu'il a dans la main et les 3 par terre communes à tout le monde. Il peut alors juger si les 3 nouvelles cartes améliorent ou non sa main de départ. On va donc faire un nouveau tour de mise. Le joueur qui parle en premier est maintenant et jusqu'à la fin du coup celui qui est immédiatement placé à la gauche du donneur, donc celui qui est à la petite blinde. Les autres joueurs s'exprimeront dans le sens des aiguilles d'une montre, celui qui parle en dernier étant toujours le donneur, le bouton. Le premier peut décider de dire « check » ou « parole », ce qui signifie qu'il ne mise pas, mais qu'il reste dans le coup et se réserve le droit de miser, de relancer ou de passer si les suivants misent. Il peut aussi décider de miser à son gré une plus ou moins grosse quantité de jetons, jusqu'à dire tapis s'il le veut. Si un joueur mise, les autres ont à leur tour le droit de passer, abandonnant ainsi le coup, de payer la mise ou de relancer, et ainsi de suite. Parfois, un seul joueur mise et personne ne le paye. Il remporte le pot et c'est la fin du coup. D'autres fois, aucun joueur ne mise, tout le monde dit check. Le pot reste en l'état. D'autres fois enfin, plusieurs joueurs misent et le coup se poursuit. Quand les enchères sont terminées, on dévoile le turn. Le turn, c'est la 4e carte commune. Là encore, le coup peut se terminer si un joueur mise et que personne ne le paye. Si au moins 2 joueurs restent en course, on va ouvrir une 5e et dernière carte commune, la rivière, the river. Si vous êtes encore dans le coup à ce stade, vous avez tous les éléments, 7 cartes en tout, pour savoir quelle est votre meilleure combinaison. On va procéder au dernier tour de mise qui commence, comme précédemment, par le joueur placé immédiatement après le donneur. Plusieurs possibilités. Un joueur mise, plus ou moins gros. Le ou les autres joueurs qui étaient restés dans le coup jusqu'ici passent. Le joueur qui a misé remporte le pot sans même avoir à montrer ses cartes. Deuxième solution, un check général. C'est-à-dire que tout le monde veut rester dans le coup, mais sans miser plus cher. Et il va falloir comparer les combinaisons de chacun pour déterminer qui a gagné le pot. Troisième solution, un joueur mise, un ou plusieurs joueurs le payent en annonçant call, c'est-à-dire qu'il paye pour voir. Dans ces 2 derniers cas, c'est le moment de vérité, l'abattage des cartes, qui s'appelle le showdown. On va enfin savoir qui a gagné. Les joueurs doivent ouvrir leurs 2 cartes, qui étaient jusque-là cachées, et les montrer. Le joueur qui remporte le pot est celui qui a la meilleure main de poker de 5 cartes. S'il y a égalité entre 2 joueurs, le pot est partagé entre 2. On passe au coup suivant. Chaque coup de poker dure environ 2-3 minutes. Il y a beaucoup de mains dans une partie de poker. On n'est pas obligé de les jouer toutes. On peut choisir ses mains. Je le répéterai jamais assez. Maintenant, vous connaissez les règles de base. Tout n'est peut-être pas encore très clair. Je vais essayer de répondre à quelques questions que vous vous posez. Que se passe-t-il si quelqu'un mise plus que mon tapis? Je peux toujours suivre, mais je ne gagnerai qu'à hauteur de mon propre tapis. Imaginons que 2 joueurs soient à tapis avec 10 € chacun, et que je décide de suivre avec mon tapis de 5 €. Si je gagne le coup, je triple et je remporte un pot d'uniquement 15 €. Eux se disputent les 10 € qui restent, dans un pot sur le côté qu'on appellera side pot. Est-ce que je peux racheter des jetons pendant un coup? Non, jamais au milieu d'une main. Mais entre chaque coup, vous avez la possibilité de vous recaver. Tout cela est valable en partie libre, bien sûr, appelé cash game, mais pas en tournoi. Quelle est la différence entre un tournoi et une partie libre? En partie libre, je peux racheter autant de jetons que je le souhaite entre 2 coups, tant que mes moyens me le permettent. En tournoi, c'est différent. La formule le plus souvent adoptée est celle du freeze out, c'est-à-dire que tous les joueurs partent chacun avec le même nombre de jetons, et personne n'a ensuite la possibilité d'en racheter. Si vous perdez tous vos jetons, vous êtes purement et simplement éliminé. Il existe aussi mais c'est beaucoup plus rare, des tournois avec recave, au rebuy, où les joueurs ont la possibilité de se recaver durant les premières phases. Existe-t-il actuellement d'autres variantes de poker? Énormément. Il y a beaucoup d'autres variantes, surtout dans le poker ouvert. Certaines utilisent 4 cartes, d'autres 5 cartes, ou même 7 cartes. Les grandes familles sont le Texas Hold'em, que nous connaissons, le stud, appelé en général le 7-card stud, ou l'Omaha. Nous développerons ces variantes dans un prochain DVD. Existe-t-il d'autres formes de mise que le no limit? Oui, il existe en fait 3 formes de mise. La plus spectaculaire, la plus subtile et aussi la plus dangereuse quand on joue de l'argent est le no limit. Un jeu où des fortunes peuvent passer de main en main à chaque coup, puisque vous pouvez tout miser. Il y a aussi le pot limit qui ne permet de relancer au maximum qu'à hauteur du pot. Et le limit, beaucoup joué en Amérique, où les mises et relances sont fixes. À l'abattage des cartes, qui doit montrer ses cartes le premier? C'est une bonne question.
La règle stricte impose que ce soit celui qui a fait la dernière relance sur la river qui montre son jeu en premier. Dans le cas où personne n'a relancé, c'est celui qui parlait le premier, juste après le donneur, qui doit montrer. En tournoi, dès que deux joueurs sont à tapis, ils doivent de toute façon tous les deux ouvrir leurs cartes et les poser sur la table, donc la question ne se pose plus. Maintenant, le poker, ce sont des règles, mais ce sont aussi des conventions. Les conventions sont aussi des règles d'élégance. Quand, par exemple, dans un pot absolument énorme, vous vous retrouvez en tête-à-tête avec quelqu'un, même si c'est à lui de parler en premier, si vous êtes sûr d'avoir gagné, d'avoir la main max, par élégance, vous la montrez vite. Vous n'attendez pas que l'autre ait montré son jeu pour ensuite lui dire très lentement ah, bah j'ai un full. Ah, désolé. Non, ça, c'est pas très sympa. Il y a des joueurs qui le font sans faire exprès, on les excuse une ou deux fois. Il y en a qui le font un peu pour agacer leurs adversaires, et les adversaires s'en souviennent très longtemps. À la télévision, on voit souvent les joueurs montrer leurs cartes avant la fin du coup. Pourquoi? C'est pas seulement pour le spectacle, mais en tournoi, c'est une obligation. Pour éviter toute collusion. Par exemple, de la part d'un joueur qui aurait la main gagnante, mais voudrait laisser gagner son adversaire pour ne pas l'éliminer du tournoi. Ça évite tout problème. Au poker, notamment au Texas Hold'em No Limit, bien connaître les règles est une chose. Bien sûr, vous pouvez commencer à jouer. Mais le problème, c'est que vous allez jouer un petit peu au hasard. Et comme le poker n'est pas seulement un jeu de hasard, vous allez perdre plus souvent que vous allez gagner. Il faut donc que vous deveniez un bon joueur. Qu'est-ce qu'un bon joueur? Un bon joueur n'est pas celui qui gagne à tous les coups, ça c'est pas possible, justement parce que le hasard intervient. Non, un bon joueur est celui qui gagne plus souvent que les autres sur le long terme. Un bon joueur, c'est celui qui gagne beaucoup quand il gagne et qui perd très peu quand il perd. Pour ça, il faut des connaissances. Il faut des connaissances techniques. Il faut savoir réfléchir, analyser, maîtriser ses émotions, prévoir les réactions des autres, etc., etc. Et tout ça ne s'invente pas. Alors je vais maintenant essayer de vous donner ce que je pense être la bonne stratégie pour mettre toutes les chances de votre côté. Le premier point. Vous commencez par évaluer votre main. On vous distribue 2 cartes, que vous êtes le seul à voir. Mais que faut-il faire avec ces 2 cartes? Passer, payer ou relancer? C'est ça votre première réflexion dans un coup de poker. Et donc la première analyse à laquelle vous devez vous livrer est l'évaluation de vos 2 cartes. Il ne faudrait surtout pas vous mettre à jouer tous les coups, quel que soit votre jeu. À long terme, vous ne pouvez pas gagner si vous faites ça. Alors on vous a préparé un tableau des meilleures mains de départ possibles. Et la meilleure main de départ possible, c'est As-As, American Airlines. Cela ne vous garantit pas que vous allez gagner le coup, mais disons que vous avez une bonne chance, une très bonne chance. C'est une main qui, quand vous la voyez, vous rend très heureux, mais qui peut vous rendre très malheureux. Combien de bad beats on reçoit avec 2 As? Ensuite, il y a 2 rois. Ensuite, 2 dames. 2 As, 2 rois, 2 dames sont des mains que vous allez jouer quoi qu'il arrive, car ce sont les plus belles. Vous allez jouer et même relancer. Tout comme aussi la plupart du temps avec As-Roi de même couleur, qui est aussi une main très forte. Vous n'avez pas de paire, mais avec le renfort des 5 cartes communes, vous avez une très bonne chance de trouver un As ou un Roi. Vous avez aussi la possibilité de réussir une couleur si 3 cartes de votre couleur apparaissent sur le tableau commun, et même des possibilités de quinte avec 1 ou 2 cartes de votre main. Et puis encore, vous pouvez gagner sans la moindre paire si votre adversaire n'en a pas non plus, puisque là, vous avez les 2 plus grosses cartes possibles sans paire. 2 valets, 2 10, ces paires sont aussi de belles mains de départ au No Limit Hold'em, surtout si vous ne jouez que contre un seul joueur. Mais il faut s'en méfier si plusieurs joueurs sont dans le coup, puisque un As, un Roi ou une Dame sur le flop peut donner une paire chez un adversaire qui avait pourtant une main plus faible que la vôtre au départ, et qui là, vous battrait en faisant une paire supérieure. 2 9, 2 8, des mains intéressantes, mais qui ne valent pas qu'on joue sa chemise. Tout dépend du prix à payer, du nombre de joueurs dans le coup, et de la position. As-Dame de la même couleur, excellent départ aussi. As-Roi dépareillé. As-Roi est à la base une super main, mais le fait que les 2 cartes ne soient pas ici de la même couleur la dévalue un petit peu. C'est pourquoi vous la voyez plus bas dans le classement des mains de départ. Voilà, ce sont les 10 mains de base, les meilleures au Texas Hold'em No Limit. Cela vous donne une idée de la hiérarchie, a priori. Lors de vos premières parties de poker, vous pourriez presque vous limiter à jouer ces mains de départ-là et passer avec toutes les autres. Ce serait votre meilleure chance de finir gagnant, ou en tout cas de limiter les dégâts. Mais ce ne serait pas très drôle, car cela vous obligerait à rester en dehors de l'action pendant parfois 1 heure, 2 heures, voire 3 heures. Quel ennui. Alors d'une manière générale, si vous voulez jouer davantage de mains, voici quelques conseils. Quand vos 2 cartes ne constituent pas une paire, mieux vaut qu'elles soient de la même couleur.
que ce soit les plus grosses cartes possibles et qu'elles soient au maximum rapprochées l'une de l'autre. Cela vous donnera le maximum de possibilités d'amélioration avec les cartes du flop. On peut donc étendre nos critères de sélection à des mains comme Roi-Dame de la même couleur, Valet-10 de la même couleur, parfois As-Valet de la même couleur ou Dame-Valet de la même couleur. Les petites cartes ne valent, elles, d'être jouées que si elles sont connectées et assorties, c'est-à-dire très rapprochées l'une de l'autre et de la même couleur. Par exemple, 9-8 de trèfle, 7-8 de carreau, 5-6 de pique. Ce sont des jeux à surprise. Pourquoi? Imaginez, vous avez 5-6 de carreau. Vous relancez. Les autres joueurs, a priori, vous mettent sur des grosses cartes. Le flop arrive. Si vous touchez votre 5 et votre 6, personne ne vous voit là, vous pouvez faire un énorme écart. Si des grosses cartes arrivent, les joueurs ont peur de votre relance, donc vous pouvez contrôler le coup. Et l'important au poker est de contrôler. Et puis les petites paires, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, ce sont des mains à accident. C'est des mains qui vous servent à provoquer un accident. Il ne faut pas que ça vous engage beaucoup d'argent, mais si ça ne vous coûte pas trop cher, quand il y a eu une petite relance, c'est formidable de payer. Surtout s'il y a beaucoup de joueurs, parce que vous allez aller chercher quelque chose, vous allez chercher une petite carte. Les joueurs ne vous voient pas sur cette petite paire. Mettons qu'un joueur est relancé avec As-Dame de cœur, un As vient au flop, vous avez payé avec 2-3, et il y a un petit 3 qui vient au flop. Vous êtes quasiment sûr de prendre le tapis de votre adversaire. Mais ces mains, au bout d'un moment, coûtent très cher, donc il faut bien mesurer la somme qu'elles coûtent. Voilà, ça vous donne une idée des critères de sélection de vos mains de départ. Ce qu'il faut surtout que vous reteniez, c'est qu'il y a toutes les autres mains qui constituent l'immense majorité de celles qu'on vous distribuera, et ces mains-là, il ne faut jamais les jouer. Tout ce qui est 10 et 2, 9 et 4, Valet 3, Roi 4, etc., etc. Toutes ces mains qui ne vous donnent pas une bonne espérance de gain, même si les deux cartes sont de la même couleur. Pourquoi? Parce que vous avez par exemple Dame 7. Que va-t-il se passer? Soit vous ne trouverez rien au flop, et vous aurez déjà perdu tous les jetons engagés. Soit vous allez trouver une dame ou un 7 au flop, et là, vous risquez de perdre encore davantage. Vous tomberez trop souvent sur un adversaire qui a une paire supérieure à la vôtre, ou sur un adversaire qui, comme vous, a une paire de dames, mais avec un meilleur kicker. Souvenez-vous du premier chapitre de Poker Coach, le kicker, cette carte d'accompagnement qui fait si souvent la différence au Texas Hold'em. Ici, quand vous avez Dame 7 et qu'il y a une dame au flop, vous avez toutes les chances, ou toutes les malchances si vous préférez, de tomber sur quelqu'un qui a Dame As, ou Dame Roi, ou Dame 10. Alors bien sûr, me direz-vous, vous pourriez quand même le battre en faisant deux paires, si un 7 se retournait. C'est rare, très peu probable. Le poker est un jeu de probabilité et de statistiques. Il faut que vos actions soient payantes à la longue, pas une fois de temps en temps. Cela dit, nous avons vu qu'il y avait un petit nombre de très belles mains et un certain nombre un peu plus important de mains jouables ou intéressantes, donc soyez patients. La patience au poker est une qualité essentielle. N'oubliez pas que moins la main est forte, plus il vous faut être prudent. Plus il vous faut tenir compte de la manière dont se déroule le coup, du prix à payer et surtout de votre position. La position, c'est, à mon sens, la chose la plus importante du No Limit Hold'em. La position est votre place sur la table par rapport au bouton, par rapport au donneur. Cette position, bien évidemment, varie d'un coup à l'autre. Et la position change la valeur même de vos cartes. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un très net avantage, ou au contraire un gros désavantage selon les cas. La position la meilleure est d'être au bouton, c'est-à-dire d'être le donneur. Au fur et à mesure que le bouton s'éloigne de vous, sur votre gauche, la situation tactique se dégrade. Elle est encore bonne si vous êtes à 1 ou 2 crans du bouton. Elle devient vulnérable ensuite pour être franchement exposée à tous les vents quand vous êtes de petites et de grosses blindes. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous êtes au bouton ou près du bouton, vous avez l'avantage de parler dans les derniers, à tous les tours de mise. Ce sont les autres qui vont devoir se dévoiler, afficher leurs ambitions et miser les premiers. Vous allez bénéficier de précieuses informations, aussi bien au premier tour pour décider si vous allez jouer le coup ou pas, que par la suite pour apprécier l'évolution de la situation et la force des autres. Donc on s'est bien compris. Je distribue, j'ai le bouton. À la main d'après, mon voisin de gauche va distribuer et toute la structure va bouger progressivement, dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que la surblinde arrive juste avant moi. Et là, je suis donc juste après la blinde. C'est difficile. C'est difficile parce que je dois prendre mes décisions en premier, avec aucune idée de la force des cartes de mes opposants. Et ce, avant le flop, sur le turn et sur la river. Autrement dit, je vais devoir monter au front en plein brouillard. Et c'est un élément capital
dont vous devrez tenir compte sur chaque coup de poker. Si vous êtes dans les premiers à parler, ne jouez qu'avec des mains très fortes. Si en revanche vous êtes au bouton et que les autres joueurs ont passé ou n'ont donné aucun signe de force, soyez plus entreprenant, plus agressif, voire téméraire. Vous verrez, ça marche. Vous allez pouvoir jouer avec des mains que vous ne regardez même pas quand vous êtes dans les premières positions. Vous allez pouvoir prendre l'ascendant, même bluffer vos adversaires comme par miracle. Certains experts considèrent que la position du bouton équivaut à avoir une troisième carte dans la manche. Je vous donne un exemple des différentes valeurs de la même main selon la position. Vous avez, admettons, As-8. Ne commettez pas l'erreur de vous engager dans le coup si vous êtes le premier de parole. Pourquoi ? Parce que vous collez avec As-8, vous payez avec As-8 et vous êtes relancé derrière. Vous ne pouvez pas assumer cette relance. Donc vous perdez votre mise de départ. A l'inverse, ne commettez pas l'erreur de jeter vos cartes si vous êtes au bouton et que tous les autres joueurs ont passé avant vous. Il faut même relancer, car vous êtes dans la position idéale pour voler les blindes. Ces deux malheureux qui ont été obligés de miser avant de recevoir des cartes peuvent bien sûr avoir un jeu plus fort que le vôtre, mais statistiquement, votre main sera la meilleure. Combien de fois vous recevez 7-2, 8-4, Valet-3 quand vous êtes deux blindes? Eh bien, c'est la même chose pour tout le monde. La plupart du temps, quand vous relancerez, les blindes passeront et le pot sera à vous. Si vous êtes payé et donc obligé de jouer le coup sur le flop, vous aurez encore cet avantage énorme de vous exprimer en dernier et puis en plus vous aurez un as. Et la possibilité soit de trouver un bon flop, soit si vous n'améliorez pas votre main, de gagner le coup, même en le bluffant, en partant du principe que votre adversaire n'a sûrement pas amélioré lui non plus. C'est un principe à retenir. La plupart des mains ne s'améliorent pas sur le flop. À vous d'en profiter. Bon, nous savons sélectionner les mains de départ, agir en fonction de la position. Nous savons passer ou jouer quand il faut. Mais si nous décidons de jouer le coup, encore faut-il savoir le prix à payer. Au poker et surtout au No Limit Hold'em, la gestion des jetons est un élément très important. À tout moment, vos mises influencent le déroulement du coup et conditionnent votre score à la fin de la partie. Et puis surtout, les mises de vos adversaires, les enchères en général, sont une mine d'informations pour vous. Sachez vous en servir. Si vous misez alors que vous devriez passer, c'est une perte sèche à la longue. Si vous passez alors que vous devriez miser, c'est un peu la même chose, puisque vous manquez statistiquement une opportunité de gain. Si vous misez trop, ou au contraire, trop peu, vous vous désavantagez aussi. Par exemple, inutile de miser votre tapis s'il n'y a qu'un pot misérable à remporter. A l'inverse, ne misez pas trop faiblement dans un gros pot, surtout quand vous avez un bon jeu, parce que vous n'êtes jamais sûr de l'emporter. Imaginez qu'au final, l'adversaire réussisse un tirage improbable. Si vous pensez avoir le meilleur jeu pour l'instant, allez-y franchement. Faites payer cher celui qui veut aller chercher une carte miracle. Ce qui va faire aussi une grande différence, ce sont les relances. Une relance est une surenchère. Votre adversaire mise, et vous décidez de miser plus cher, ou même beaucoup plus cher. C'est une arme redoutable, mais à double tranchant, puisque vous risquez davantage de jetons. Donc il faut l'utiliser dans des situations précises. Quand vous voulez protéger votre main, par exemple, vous avez une main forte, celle dont on a parlé tout à l'heure, où vous êtes persuadé de gagner si le coup s'arrêtait là. Le problème est qu'il y a encore une carte ou deux à venir après le flop. Et vous craignez que votre adversaire ait un tirage. Par exemple ici, un tirage couleur. Il mise pour vous faire croire qu'il a une main faite. Alors a-t-il une main faite? A-t-il un tirage couleur? Quoi qu'il arrive, il faut relancer. Autre raison de relancer. Réduire le nombre de vos adversaires. Vous avez une paire d'as avant le flop. Vous avez une montagne. Vous êtes le favori du coup. Vous êtes le favori du coup, surtout si vous vous retrouvez en tête-à-tête. Donc vous relancez pour augmenter vos probabilités de gagner parce que vous cherchez à vous retrouver en tête-à-tête. Et nous arrivons au dernier cas, probablement le plus intéressant. La relance pour obtenir des informations. Prenons encore un exemple. Un joueur mise et vous avez une très belle main, une paire de dames. Vous vous sentez fort. Mais comment savoir si l'autre n'a pas une paire de rois ou même une paire d'as? Ce serait ennuyeux de perdre tout votre tapis sur cette main. Alors vous relancez. Pas énorme, mais suffisamment pour inquiéter votre adversaire. Et très souvent, bon, pas toujours parce que vous pouvez tomber sur des joueurs particulièrement retors, mais très souvent, vous allez savoir. Soit il passe et vous gagnez le pot sans émotion, soit l'adversaire vous suit et vous déduisez que votre paire de dames est le meilleur jeu pour le moment, soit enfin il surrelance encore, il vous dit même tapis. Et là, c'est difficile, c'est pas facile de jeter de dames, mais il faut savoir jeter de dames. Vous pouvez peut-être arrêter les frais et sauver le reste de vos jetons. Vous voyez que c'est un cas où relancer équivaut à poser une question à l'adversaire. Et vous agissez ensuite en fonction de sa réponse. En réalité, je ne vous le souhaite pas, mais c'est assez inévitable hélas,
Une ou deux expériences malheureuses vous apprendront très vite à bien miser. On dit souvent qu'il faut payer pour apprendre. C'est aussi vrai au poker que dans la vie. Observez les bons joueurs, lisez des livres, regardez les champions jouer et surtout jouez vous-même. Jouez sans argent ou pour très peu d'argent, surtout au début. Mon conseil, jouez en tournoi, car en tournoi, vous ne pouvez perdre au total qu'une mise fixée à l'avance et qui peut être très modeste, contrairement au cash game. Ces parties d'argent où même lorsque les enjeux sont modestes, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit et on ne sait pas où on va. Et puis j'insiste sur le fait qu'il vaut mieux jouer dans des casinos, dans des tournois, sur Internet, que de faire des parties entre amis. En tout cas, si vous faites des parties entre amis, que ce soit des petits montants, parce qu'il est très désagréable de prendre de l'argent à un ami et encore plus désagréable de lui donner. Alors tout à l'heure, pour mettre tout ça en pratique, nous allons jouer ensemble. Vous serez avec moi par-dessus mon épaule et vous suivrez mon raisonnement. Bon, je vais essayer de m'appliquer. Mais attendez, avant de commencer, il faut tout de même que je vous donne quelques tuyaux de psychologie. L'aspect psychologique est un facteur essentiel au poker. Mais en attendant, on va répondre à quelques questions. Où dois-je placer mes jetons quand je mise? Ne les jetez pas au centre de la table. Placez devant vous le montant nécessaire pour suivre ou pour relancer. En revanche, quand le tour de mise est terminé, on place tous les jetons dans le pot au milieu de la table. Qu'est-ce qu'un check raise? Check raise est une arme redoutable. Sur le flop, dans un premier temps, si personne n'a misé avant vous, vous avez la possibilité de dire check. C'est-à-dire que vous ne misez pas, mais vous continuez à rester dans le coup. Gratuitement. En tout cas, pour pas plus cher qu'au tour de mise précédent. Si tout le monde en fait autant, on passe au stade suivant, le turn. Mais si un joueur mise, vous pouvez décider de le relancer, raise. Cette tactique en deux temps s'appelle un check raise. Elle s'utilise généralement avec un gros jeu pour essayer de piéger votre adversaire et lui prendre davantage de jetons. En effet, supposez que vous ayez misé d'entrée, par exemple 50. Votre adversaire aurait probablement suivi vos 50. Mais si vous checkez, alors là c'est votre adversaire qui mise 50. Et vous le relancez à 150. Vous l'obligez soit à vous laisser gagner le coup, abandonnant ses 50, soit à investir davantage de jetons, ce qui est votre intérêt si vous avez un très gros jeu. Mon adversaire mise 100 et je veux le relancer. Est-ce que je peux miser 120 ou 150 par exemple? Non, votre relance doit être égale au moins au double de la mise qui vous précède. Donc ici, 200 minimum. Mais vous pouvez très bien faire 3 ou 4 fois plus, ou relancer d'un compte de votre choix, comme 375 ou 625. Vous pouvez aussi faire tapis. Si vous dites tapis, vous mettez tous vos jetons. Dans ce cas, ce n'est pas nécessairement le double de la mise précédente. Si par exemple vous n'avez plus que 130 devant vous, vous mettez ce que vous avez. Si je paye une mise et qu'un autre joueur relance, quels sont mes choix? Vous pouvez passer, donc vous jetez vos cartes et vous abandonnez les jetons que vous avez misés. Vous pouvez suivre et compléter la relance demandée pour rester dans le coup. Et vous pouvez également sur-relancer, ou même dire tapis, quel qu'en soit le montant devant vous. Prenons un exemple. La petite blinde est de 10, la grosse blinde est de 20. Vous décidez de suivre, vous payez donc 20. Un joueur relance à 80. Si c'est trop cher pour vous, compte tenu de l'évaluation de vos cartes, vous passez. Vous avez perdu vos 20 et vous attendez le coup suivant. Si vous choisissez de payer, vous rajoutez 60. Et enfin, si vous voulez relancer à votre tour, vous devez faire au minimum 160 ou davantage. À quoi correspondent les pourcentages que l'on voit s'afficher à la télévision durant un coup? Les joueurs les connaissent-ils? Dans une confrontation, tous les calculs de probabilité sont connus par l'ordinateur. C'est le cas avant le flop et à tout moment du coup, puisque ces probabilités évoluent à mesure que les cartes communes s'ouvrent sur le tapis. Mais ces probabilités ne peuvent être déterminées qu'a posteriori, lorsqu'on voit les cartes cachées des joueurs. Ainsi, si nous assistons à une rencontre entre deux as et deux rois, l'ordinateur va nous dire que les deux as ont 81% de chance de gagner le coup avant le flop. Donc les deux rois prennent les 19% restants. Les champions connaissent aussi ces probabilités et ils s'en servent a priori pour évaluer leurs deux cartes en fonction des mises des autres joueurs. Quelle que soit leur main de départ, ils savent quelles sont leurs chances de gagner le coup contre les différentes mains possibles auxquelles ils peuvent être confrontés. C'est très important pour essayer de ne s'engager en fonction des enchères que si l'on pense être le favori du coup. En effet, on peut avoir de la chance une fois, deux fois, si on joue au hasard ou à l'inspiration. Mais à la fin de l'année, ce sont bel et bien les statistiques qui parlent et les joueurs gagnants seront ceux qui auront mis les probabilités au maximum de leur côté. Faut-il s'inspirer de la stratégie des champions que l'on voit à la télévision? Attention, pour 3 raisons. D'abord, tous les joueurs qu'on voit à la télé ne sont pas tous des champions. Mais les meilleurs joueurs du monde sont des artistes. Ils connaissent
tous les schémas, toutes les situations possibles, aidés par leur puissance d'analyse, par leur lecture psychologique, la connaissance de leurs adversaires, ils sont capables d'inspiration diabolique. Les coups qu'ils réussissent, on se demande comment. Il ne faut pas les tenter quand on est débutant, même un joueur moyen. Deuxième argument, en tournoi, la stratégie est différente de la partie libre. Et cette stratégie varie en plus selon le moment du tournoi. À la télévision, on ne voit que la table finale. Un stade où il faut être très agressif et où, surtout lorsqu'on a un petit tapis par rapport aux autres joueurs, on est obligé de prendre un maximum de risques, de jouer sans filet. Enfin, la troisième raison, la télé ne nous montre qu'une sélection des coups les plus spectaculaires. C'est très important, ça. Dans un tournoi, il y a un très grand nombre de mains qui sont laissées de côté lors du montage de l'émission. Il y a un nombre de poubelles que vous ne voyez pas, qui rendraient l'émission très rébarbative. Il y a ces coups qui sont le tout venant du poker, qui sont pas très intéressants, qui sont pas spectaculaires, mais dans lesquels les bons joueurs savent prendre l'ascendant. C'est là qu'ils font leur tapis, c'est là qu'ils grignotent des petits coups. La télé donne donc une image incomplète de la stratégie des champions. Ce ne serait pas une bonne idée de se fier à ça, en tout cas pas seulement. Il faut être humble, tenir compte de sa propre personnalité et de son niveau de poker. Vous ne pouvez pas jouer au poker en faisant abstraction de la psychologie. La vôtre, celle des autres. Demandez-vous, qui bluffe, qui a du jeu, et moi, dois-je bluffer ou non, dans quelle situation? Voici donc quelques points importants sur lesquels vous pouvez vous appuyer et à partir desquels vous bâtirez votre propre expérience. Premièrement, l'identification de vos adversaires. Observez-les, leur style de jeu d'abord. Au poker, comme dans la vie, vous adaptez votre comportement en fonction des personnes à qui vous avez affaire. Eh bien, il y a des caractères très différents au poker, mais ce qui vous intéresse ici, c'est la manière dont ils se manifestent. En réalité, chaque joueur adopte plus ou moins consciemment un style de jeu. Au poker, on peut jouer large ou serré, passif ou agressif. Ce sont des termes un peu obscurs, mais vous allez vite comprendre de quoi je parle. En fait, vous rencontrerez 4 types de joueurs. À vous de les identifier le mieux possible et surtout le plus vite possible. Le large passif, c'est le plus mauvais. Il joue large, parce qu'il joue toutes les mains, ou presque, sans discernement. En plus, il suit les mises et ne relance qu'une fois tous les 36 du mois. Donc lui, c'est le client idéal. Surtout, ne suivez pas son exemple. Et si c'est un ami, conseillez-lui d'aller jouer au badminton. Le large agressif, il est dans tous les coups. Il relance très souvent. C'est un fou dangereux. Un perdant à la longue, mais il peut faire très mal s'il est en chance. Méfiez-vous de lui, n'entrez pas dans son jeu, attendez-le plutôt au coin du bois avec un jeu fort. Le serré passif. Alors celui-là, il joue jamais. Mais s'il rentre dans un coup, il a un énorme jeu. Une main de premier choix, donc méfiance. Mais d'un autre côté, il ne mise pas très fort. Il suit, il paye, mais ne relance que quand il est sûr d'avoir le jeu gagnant. Sa stratégie, si vous l'avez identifiée, donc tellement prévisible qu'elle ne va pas vous coûter grand-chose. Le serré agressif. Voilà le bon joueur. Le pro de la partie, très souvent. Lui, il sélectionne rigoureusement ses mains de départ. Pas tant par leur valeur absolue, mais par leur valeur dans le contexte du coup, en fonction de la position. Son jugement est sûr. À côté de ça, il est agressif dans le sens où quand il s'engage dans un coup, il n'hésite pas à prendre des risques et à miser gros. Cela ne veut pas dire qu'il bluffe jamais. Au contraire. Si la situation et les informations qu'il a recueillies lui font sentir une faiblesse chez le ou les adversaires, il sait frapper fort, même avec un jeu nul sur un flop terrifiant. Si vous croisez un joueur comme ça, restez à sa table, observez sa stratégie, ça sera une très très belle source d'inspiration. L'image que vous donnez de vous à la table est ce qu'il y a de plus important au poker. Et surtout au No Limit Hold'em. Essayez de maîtriser vos émotions en toutes circonstances. À la fois pour garder votre lucidité, votre jugement, et d'autre part pour ne pas donner d'indications à vos adversaires. Ou alors, pour donner des indications à votre adversaire. Mais les indications que votre adversaire prend de vous, il faut que vous les ayez choisies. Vous pouvez envoyer par exemple un signe dans une situation. Ensuite, vous avez la situation contraire entre les mains, vous envoyez le même signe. Vous troublez vos adversaires et vous pouvez les emmener dans un piège. Vous devez observer les autres, parce que eux vous observent aussi. Sans que vous sachiez pourquoi, vous allez avoir tendance au début à adopter un style de jeu qui correspond à votre personnalité, à votre caractère. C'est comme ça. Ce serait de toute façon une erreur que de chercher à aller contre vos tendances naturelles. L'essentiel est de bien vous connaître et de bien connaître la technique. Alors vous pourrez vous remettre en question et vous améliorer. Avec le temps et l'expérience, vous apprendrez aussi à brouiller les pistes, à varier vos coups pour dérouter vos adversaires qui, évidemment, comme vous le faites vous-même dans l'autre sens, cherchent à vous lire. Alors on arrive à quelque chose de très important au poker.
ce qu'on appelle les tells. Les tells, ce sont les signes. C'est un mot anglais qu'on utilise souvent pour parler des indices que révèle le comportement d'un joueur à une table. Pas seulement les mains qu'il joue, mais son attitude pendant qu'il les joue. Pas seulement les situations où il mise, ou le montant de ses mises, mais le tempo de ses mises, ses gestes, ses mimiques pendant qu'il mise, ses réactions, ses émotions, ses tremblements, ses hésitations. Tout. Il y a 1000 choses qui méritent d'être prises en compte. Regardez un joueur par exemple comme Phil Ivey. Phil Ivey, quand il est à une table, quand il ne joue pas une main, il observe les adversaires. Il a des petits roulements à billes qui tournent, comme ça, il regarde tout. Il n'est jamais déconcentré, il est toujours à ce qui se passe à la table. Pourquoi? Parce qu'il glane les informations. Parce qu'il dit, tiens, lui, il a relancé à tel moment, il a relancé en faisant tel geste. Il a relancé en jetant ses jetons comme ça. Il s'aperçoit que le type n'a pas de bon jeu. Il a compris qu'il était en bluff. Il s'en servira pour une autre fois. Donc, les tels sont des choses qui méritent d'être prises en compte, qui complètent vos informations et vous aident dans votre jugement. Le tout est de bien interpréter ces informations, en sachant que les autres joueurs, se sachant observer, peuvent jouer la comédie. Je crois que les joueurs de poker sont tous de très bons comédiens. Je ne suis pas sûr que les comédiens soient tous de bons joueurs de poker. Je suis en finale du championnat du monde à Las Vegas, en 98. On n'est plus que 5 à la table. Le joueur qui me précède relance. J'ai As valet de pique en main. Je vais pour payer. Et soudain, je vois le joueur, sans lever la tête, je vois le joueur qui est assis en face de moi, qui n'a pas joué un coup depuis au moins 2 heures, qui a un énorme tas de jetons devant lui, qui, très légèrement, au moment où il reçoit ses cartes, avance un tout petit peu comme ça, se redresse et regarde son jeu. J'ai pas levé la tête, donc il n'a pas vu que je l'ai vu, mais je l'ai vu. J'ai ma main, qui est une main très forte, il y a tout le public derrière, j'ai des copains à moi qui sont là, je soulève ma main, mes copains voient la main et je la jette. Je devine leur stupéfaction. Quand ça arrive à Bob Redman, qui est en face, il fait tapis. Le joueur qui est ici, qui avait relancé, paye le tapis. Les 2 joueurs étalent leurs cartes. Bob Redman a As, Roi de carreau. Et le joueur à ma droite a As, Dame, dépareillé. Au flop, vient un As. Ce qui veut dire qu'avec mon As valet et mon kicker faible, je perdais. Je perdais le coup. C'est parce que j'ai su, à ce moment-là, lire dans le comportement et dans l'attitude d'un joueur que j'avais un petit peu observé auparavant, que j'ai sauvé ce coup. En sauvant ce coup et mon tapis, j'ai sauvé ma partie. Et c'est comme ça que j'ai réussi, par la suite, à remporter ce titre. Donc, le tel est quelque chose de très important. Il ne faut pas toujours considérer que c'est une science exacte, mais c'est votre instinct, et c'est là où vous faites appel à la chose la plus importante au poker, c'est quand même l'instinct. C'est l'instinct qui vous guidera, c'est l'instinct qui vous emmènera vers la réussite. Avec la technique, vous deviendrez très très fort si vous pouvez combiner la technique et l'instinct. Alors quand vous jouez à une table, soyez toujours en alerte, sur les coups que vous jouez évidemment, mais aussi sur ceux que vous ne jouez pas. Cela vous permettra d'établir des fiches sur vos adversaires, d'associer des émotions ou des tics avec les cartes qu'ils ont montrées à la fin du coup. Quand la même émotion, le même tic se reproduira contre vous, vous aurez une indication précieuse car souvent ce comportement correspondra au même type de carte ou du moins à la même force que celle qu'il a montrée précédemment. Et à ce propos, ne montrez pas vos cartes. C'est très tentant à la fin d'un coup de montrer son jeu, c'est très tentant de montrer comment on a joué, parfois parce qu'on a bien joué, parfois parce qu'on a bien bluffé. C'est pas bien. À la longue, vous y perdrez beaucoup. Vous donnerez des informations à des joueurs très expérimentés et ça se retournera contre vous. Vous pouvez montrer vos jeux, mais alors il faut savoir ce que vous êtes en train de faire. Quand vous montrez un bluff, vous savez que vous donnez une indication à toute la table. Cette indication doit vous servir par la suite. Vous devez l'utiliser, vous savez que vous serez payé plus facilement. Mais vous le faites consciemment. Attention, les joueurs savent que vous pouvez aussi le faire consciemment. On est là au 2e, au 3e, au 4e degré. C'est ça le poker. Donc attention, plus vous pouvez glaner des informations, mieux c'est. Quand vous voyez les joueurs pendant les tournois de poker à la télévision se parler pendant les coups, bien sûr, ils sont copains, ils sont très amis, ils se connaissent, il y a une bonne ambiance, il y a la télévision, il y a le public, mais ils se parlent, ils se regardent, ils sourient. Tu veux que je te paye? Est-ce que tu as envie que je te paye? C'est une question intéressante à poser à un joueur qui vous a fait tapis. Vous hésitez, vous le regardez, est-ce qu'il est fébrile, est-ce qu'il tremble, est-ce qu'il bouge, est-ce que sa carotide bat à 143, est-ce qu'il a sa main qui est fébrile, est-ce que la main est trop fébrile, ça veut dire qu'il fait du cinéma, est-ce qu'il
Où est-ce que vous en êtes? Alors vous lui parlez, et puis vous lui dites est-ce que tu veux que je te paye? Et là, il a un comportement. Il peut être gêné, il peut essayer de vous répondre, il peut rigoler encore plus. Sur ce que vous avez enregistré de son comportement avant, pendant cette partie, ou pendant une autre partie, ou peut-être il y a 1 an, il y a 10 ans. Vous savez, les pokers, c'était avant un petit monde, tout le monde se connaissait et on retrouvait les gens. Maintenant, avec Internet, c'est un peu plus vaste. Donc, utilisez ces informations, n'en donnez pas trop. L'attitude générale. Un joueur qui veut paraître fort est généralement faible, et vice-versa. Celui qui se redresse sur sa chaise, vous regarde droit dans les yeux, veut vous intimider. Il a souvent un jeu faible. Même chose s'il approche les mains de ses jetons, alors que ce n'est pas à lui de parler. Il veut vous empêcher de miser en vous faisant croire qu'il va miser. En revanche, si un bon joueur a l'air effondré ou semble un peu trop ostensiblement se désintéresser du coup, prend parfois son téléphone, boit un coup, mange une frite, méfiance. Il a certainement une montagne. Le visage. Méfiez-vous des expressions très appuyées. Généralement, il faut les interpréter à l'inverse du message qu'elles semblent transmettre. Le regard. Celui qui vous fixe droit dans les yeux veut vous convaincre de jeter vos cartes. Payez-le. En revanche, celui qui a des yeux de chien battu ou le regard fuyant a sûrement une main solide. Celui qui vous fixe dans les yeux et qui vous fait un sourire, eh bien ça veut dire quelque chose. Eh bien vous de savoir quoi? Parce que je ne sais pas encore. C'est une fois sur deux. Les mains, les tells les plus fiables sont ceux qui concernent les mains des joueurs. Autant il est facile de composer des mines avec le visage, autant il est difficile de maîtriser ses mains. Un tremblement, un manque d'assurance dans la façon de miser ses jetons par rapport à ce que vous avez observé précédemment chez un joueur sont la plupart du temps le signe d'un jeu faible chez lui. La respiration, si elle est rapide et saccadée, c'est que le joueur ne se sent pas à l'aise. Il est probablement en bluff. Si sa respiration est bloquée, même chose, c'est qu'il sait que vous l'observez et cherche à masquer sa gêne. Sauf que, il peut y avoir la même situation physique quand le joueur a très envie d'être payé. Il peut avoir le cœur qui bat tout autant, il peut être angoissé tout autant parce qu'il sait qu'il peut jouer sa partie sur cet énorme pot. Il a un jeu max, vous êtes au bord de payer, il peut avoir le même genre d'angoisse. Alors attention, la parole. Au poker, il est tout à fait autorisé de parler pendant un coup. Parlez à votre adversaire comme il cherchera lui-même à vous faire parler. En tournoi, on voit souvent un joueur demander à celui qui le relance combien il a misé, alors qu'il le sait parfaitement. Il cherche à apprécier un changement de timbre ou de volume. La voix étranglée ou enrouée est la plupart du temps un signe de bluff. Mais je le répète, on est ici sur un terrain très mouvant. Je veux pas que vous passiez des coups de téléphone après en disant dis donc, on a regardé ton DVD, on a fait ce que tu as dit, on s'est fait taper. Oui, mais ça peut arriver. C'est pas une science exacte, ça. Hein. On peut pas donner de règle absolue. Tout dépend du niveau du joueur que vous avez en face de vous, de son tempérament et du vôtre. Un novice sera à interpréter au 1er degré, un bon joueur au 2e degré, un excellent joueur peut aller jusqu'au 3e, 4e degré. C'est-à-dire qu'il va chercher à être le plus vicieux. Et le grand joueur, vaut mieux renoncer à le lire et jouer vos cartes. Quant à vous, eh bien, il faut que vous fassiez attention à vos gestes, à vos mimiques, à vos paroles. Si vous ne voulez pas que vos adversaires lisent en vous comme à livre ouvert, le mieux est de rester impassible en toutes circonstances. Si vous y arrivez, chapeau. Vous m'avez beaucoup posé la question. Est-ce que vous portez des lunettes? Est-ce que c'est important de porter des lunettes? Qu'est-ce qui se passe derrière ces lunettes? Plusieurs choses. En ce qui me concerne, les lunettes, je les utilise beaucoup à Las Vegas, dans les premiers jours. Pourquoi? Parce que nous sommes en décalage horaire, que je suis très fatigué à la table, et que souvent je peux dormir, et que les joueurs pensent que je suis très concentré. Sinon, pour se protéger des lumières qui font mal, ça ce sont des raisons techniques. La vraie raison, c'est qu'avec les lunettes, il est en effet plus difficile de vous lire. Mais surtout, il est plus difficile de voir ce que vous êtes en train de lire. Parce que là, quand je mets les lunettes, où est-ce que je regarde? Ça, c'est l'importance des lunettes. La seule, à mon sens. Je suis en train de regarder là, 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 là. Vous voyez pas mes yeux. Vous savez pas ce que j'ai enregistré ou pas enregistré. Ça, c'est important. Sur la lecture, est-ce qu'il y a une grande différence entre ça et ça? Je crois pas. Puis c'est un peu tendance, ça fait classe.
Le bluff. Vous devez vous demander pourquoi j'ai attendu si longtemps dans ce DVD pour vous parler du bluff. Car s'il y a bien un mot synonyme de poker pour tout le monde, employé à tout bout de champ, même par ceux qui n'ont jamais joué, c'est celui-là. Et bien tout simplement parce qu'avant d'en parler vraiment, il fallait que vous connaissiez bien la technique du jeu. Parce que le bluff fait appel à toutes les notions que nous avons vues ensemble. La technique, la stratégie, la psychologie. Quand je dis psychologie, c'est la vôtre et celle des autres. L'image que vous vous faites d'eux est celle qu'ils se font de vous. Donc pour bluffer, il faut donc commencer par bien connaître ses gammes. Et puis il faut d'autres qualités, comme l'instinct et le courage. Et il faut savoir que toutes les positions, toutes les configurations techniques ne se prêtent pas au bluff. Surtout quand vous jouez contre des bons joueurs. Mon conseil est qu'à vos débuts, il vaut mieux ne bluffer que très rarement. Peut-être une fois, 2 fois maximum dans la partie. Cela ne vous empêchera pas de gagner, bien au contraire. D'ailleurs, même les champions ne bluffent pas sur chaque coup, heureusement. C'est essentiellement la pratique du poker, l'expérience, la connaissance du jeu et des joueurs qui vous apprendront quand et comment bluffer. Donc je suis désolé, mais il est impossible pour moi de vous donner une recette toute faite pour le bluff. Ce serait justement un bluff. Une des choses qui me paraît très importante, c'est que le bluff doit être utile. L'idéal est de bluffer sur la 4e carte, rarement sur la 5e, pour 2 raisons. La 4e carte, en espérant toujours une amélioration. Vous engagez tout votre tapis, vous êtes payé, mais vous avez quand même dans les mains une possibilité d'améliorer votre jeu, au cas où vous seriez payé. À la 5e carte, il n'y a plus d'amélioration. Et les bluffs de 5e carte sont des bluffs très dangereux. Pourquoi ? Parce que souvent, le joueur qui a analysé le coup peut considérer que vous avez une main déjà faite. Si vous avez cette main déjà faite, vous n'avez aucune raison de bluffer. Les 2 seules raisons que vous avez de bluffer sur une dernière carte, c'est soit vous avez le jeu max, soit vous n'avez rien du tout. Les très bons joueurs vont très vite analyser selon la configuration du coup si vous avez une main faite ou pas. Si vous n'avez rien dans votre main, ils vont savoir que vous avez tenté le tout pour gagner le coup. Et vous serez payé. Le bon joueur a enregistré tout le déroulement de la main. Depuis les cartes avant le flop, le turn, il a tout enregistré. Il a fait un portrait robot de votre main. Donc vous allez difficilement lui faire croire quelque chose d'autre. Et la seule question qu'un bon joueur se pose quand on lui fait tapis, c'est est-ce qu'en face de moi j'ai un jeu max ou est-ce que j'ai rien? C'est ça qui est très important. Un débutant, c'est très différent. A priori, je vous conseillerais de ne jamais bluffer un débutant. Parce qu'il n'a pas les codes, parce qu'il ne répond pas aux critères que vous vous êtes fixés, donc il peut vous payer avec n'importe quoi. Vous pouvez envoyer votre tapis. La configuration pourrait faire penser à un grand joueur que vous avez une énorme main. Le débutant, lui, se contentera de regarder sa main, de voir qu'il a peut-être une paire, et que cette paire lui paraît suffisante, il va vous payer. Ça y est, c'est bon? Vous êtes prêts? Je peux y aller? Mais avant de vous laisser vous débrouiller tout seul, je vais vous donner mes dernières recommandations. Quelques petits conseils que j'applique moi-même quand je joue à une table, à tel point d'ailleurs que maintenant ce sont des automatismes et que j'ai même plus vraiment besoin d'y penser. Donc vous aussi, gardez en tête cette petite checklist, et avec ça, croyez-moi, vous serez déjà très bien armé pour jouer et gagner au poker. Voici donc mes 10 derniers conseils avant que vous ne vous lanciez à la table de poker. 1. Ne jouez pas au hasard. La première chose à faire après avoir appris les règles et s'être familiarisé avec le jeu lui-même, c'est d'étudier la technique. Cela ne s'invente pas, et vous en apprendrez tous les jours. Pour cela, il y a Poker Coach bien sûr, mais il y a surtout la pratique. Vous jouez, vous perdrez, il faut payer pour apprendre, il faut perdre pour apprendre. Sélectionnez vos mains de départ, non seulement selon leur valeur intrinsèque, mais aussi selon votre position à la table, par rapport aux boutons et les mises des autres joueurs. Respectez une certaine discipline, n'oubliez pas que le poker n'est pas seulement un jeu de hasard. 2. Observez autour de vous. Ne tombez pas en admiration devant vos cartes, et d'ailleurs attendez pour les regarder que ce soit à votre tour de parole. Avant, rien de mieux que guetter les réactions, les tics de vos adversaires quand ils découvrent les leurs. Au dernier moment, regardez votre jeu, mémorisez-le une fois pour toutes. À tout moment, tous vos sens doivent rester disponibles pour étudier l'évolution de la situation. 3. Prenez votre temps. Vous aurez parfois de nombreux éléments à analyser, des décisions difficiles à prendre, pas de précipitation. Jouez à votre rythme. Prenez votre temps. Et prenez-le aussi si la décision est évidente. Car si vous ne réfléchissez que lorsque vous avez un problème, votre comportement deviendra lisible par vos adversaires, même s'ils n'ont pas une licence en psycho. Donc obligez-vous à compter mentalement au moins jusqu'à 5 avant d'entreprendre une action, même évidente. 4. Ne gaspillez pas vos jetons. Arrêtez de penser que vous devez être de tous les coups.
C'est comme les rames de métro, il y en aura toujours une autre qui passera dans une minute. Donc ne jouez pas avec n'importe quoi sous prétexte que la mise n'est pas énorme. Cela vous obligera parfois à passer pendant une demi-heure, même davantage, c'est pas grave. C'est parfois ennuyeux, mais tant pis, cela vaut mieux que de jeter votre argent par les fenêtres ou de se faire éliminer d'un tournoi. 5. Méfiez-vous des petites paires. Les paires servies entre les 2 et les 6, surtout si vous êtes en début de parole, sont très délicates à jouer. Votre position à la table avec de telles mains est primordiale, de même que le nombre de joueurs et le prix à payer. Il est important de calculer votre cote et votre espérance de gain, sachant que votre principale chance de remporter le pot est de réussir un brelan, ce qui arrive moins d'une fois sur 8 sur le flop. 6. Apprenez à doser vos mises. L'une des subtilités du Texas Hold'em No Limit est de savoir faire les bonnes relances. Ni trop faibles, ni trop fortes. Inutile de miser 1000 quand il n'y a que 100 à gagner. Et à l'inverse, ne misez pas 100 quand il y a déjà 1000 dans le pot. Il vous faut aussi essayer de ne pas miser toujours exactement le même montant en fonction de la force de votre jeu. Variez pour ne pas être lu par vos adversaires. Si vous dites tapis à chaque fois que vous avez un jeu max, que vous faites une mise moyenne quand vous avez un jeu moyen et que vous ne misez pas si vous avez un jeu faible, vos adversaires sauront trop vite qui vous êtes et trop vite ils auront lu dans vos cartes. 7. Soyez audacieux. À tous les stades du coup, n'hésitez pas à être agressif et à mettre vos jetons en premier si la main vaut la peine d'être jouée. Si par exemple vous n'avez pas la moindre paire mais un tirage couleur plus un tirage quinte sur le flop, ne soyez pas timoré avec vos jetons. Le semi-bluff est une arme redoutable. 8. Ne soyez pas émotif. Pas de panique. Que vous cherchiez à exploiter une quinte flush ou que vous choisissiez de risquer tous vos jetons sur un bluff, l'important est de garder votre lucidité et votre impassibilité en toutes circonstances. L'émotion est votre ennemi car elle vous empêche d'analyser toutes les informations dont vous disposez. Si vous devenez tout rouge et écarquillez les yeux quand vous avez du jeu, les adversaires risquent de s'en apercevoir. 9. Résistez au coup du sort et respectez vos adversaires. Le poker est une rude école pour les nerfs. Les vôtres, mais aussi ceux de vos adversaires. Vous gagnez, contrôlez-vous par respect pour celui qui a perdu. Vous perdez, ne vous découragez pas et ne vous énervez pas non plus. En tout cas, essayez. 10. N'attendez pas de miracle. Ne tentez pas le diable avec un tirage lointain. Bien sûr, tout peut arriver, mais surtout le pire dans ces cas-là. Retenez les problèmes élémentaires et soyez rationnel. C'est la seule manière de mettre le hasard de votre côté, au moins sur le long terme. Voilà, ce ne sont que quelques conseils. J'espère qu'ils vous seront utiles. Travaillez, réfléchissez, concentrez-vous, remettez-vous en question. Ne pensez jamais que c'est acquis. Ne sous-estimez jamais un adversaire, quel qu'il soit. Et peut-être qu'un jour, au hasard de quelques voyages, en passant par Las Vegas, vous gagnerez ça. Ça, c'est le bracelet de champion du monde. Je l'ai gagné en 98. C'est mythique. Quand vous portez ça à votre poignet à Las Vegas, les autres joueurs sont un peu plus effrayés. C'est un beau souvenir. Je vous le souhaite.